Bonsoir à tous. Donc l'avion est prêt à décoller, on est à l'heure pile. Merci à tous d'être présents. Donc l'embarquement semble terminé. Donc on va bientôt donner la parole à Jean-Marc Garot. Je vais le présenter en quelques mots, mais je pense que comme tout le monde le connaît, je ne sais pas si ça sert à quelque chose, mais bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais le faire. Donc Jean-Marc est X67 plus l'ENAC. Donc actuellement, il est membre correspondant de l'Académie de l'air et de l'espace et il est aussi fortement impliqué donc, comme membre de l'A3AF, où il a été d'ailleurs au comité, à la conseil d'administration, au bureau, etc. Si on regarde toute la carrière de Jean-Marc, il a fait beaucoup de R&D, ou peut-être que de la R&D, et en particulier la mise en service d'outils informatiques, donc toujours pour le contrôle du trafic aérien. Donc je pense que ce soir, on va parler d'avions qui trafiquent, si je puis dire, au-dessus de nos océans. Il a été chef du programme COTRA 4, donc ça, il faudrait qu'il m'explique ce que c'est, parce que moi je ne sais pas, donc c'est un système d'assistance automatisé. Il était responsable lors de la mise en service de ce projet, qui est toujours en service d'ailleurs, donc il marche tout seul. Si je comprends bien, il a tout laissé à ses successeurs. Après, il est parti faire un tour aux US. Bonsoir. Aux US comme conseiller spécial auprès du directeur du projet, d'un projet qui s'appelle Advanced Automation Systems, qui était de la FAA, donc il était là-bas pendant 2 ans. Il est revenu en Europe, parce que les États-Unis c'est bien, mais de temps en temps revenir en Europe c'est pas mal, donc il a dirigé le Sénat, qui s'écrit avec un C et pas un S. Donc le Sénat, c'est le Centre français d'études de la navigation aérienne, puis du Centre expérimental d'Eurocontrol. D'accord ? Bon, donc j'en dirai pas plus, il nous expliquera tout ça dans tous les cas. Et je vais donc laisser la parole à Jean-Marc pour nous parler de pourquoi certains avions, je dirais, quittent les écrans radars, on va dire. Donc je ne dis plus rien, je passe le micro. Bien, merci Gérard qui a organisé cette conférence au nom du groupe Île-de-France de la 3AF, l'Association aéronautique et astronomique de France. Et pourquoi on est ici? C'est parce qu'il y a un accord avec la mairie de Paris pour ce type de conférence. Alors c'est très intéressant, ça veut dire que dans la salle, il y a des gens qui connaissent très bien le sujet et puis des gens qui ne le connaissent pas du tout. Donc ça va être le pari de faire un exposé dans ces conditions. Je remercie aussi la mairie du 15e qui a mis cet exposé sur son site. Bonsoir à vous tous, mesdames et messieurs. Je ne vais pas présenter tous les gens que je connais dans la salle, mais il y en a quand même 2, dont un qui rigolait, mais Philippe Jacquard, qui a été directeur de la navigation aérienne, qui est là. Philippe, bonsoir Philippe, rebonsoir. Il y a Yves Lambert, bonsoir Yves, qui a été directeur de la navigation aérienne et directeur général d'Eurocontrol. Et puis il y a une autre personne qui va arriver tout à l'heure, ce qui est Michel Scheller, qui a été dans sa longue carrière aussi directeur général de l'aviation civile. Ces 3 personnes, pendant ces postes-là, ont été mes chefs. J'ai eu la chance de vous avoir comme chef. Je vais commencer cet exposé. Faire décoller et faire voler un objet avec des tonnes d'aluminium ou de composite bourré de carburant avec des centaines de passagers, c'est extraordinaire. Et le fait que ça soit extraordinaire, ça explique pourquoi c'est pas tellement rassurant. Quand on lit que les faibles taux d'accident, des pourcentages par million d'heures de vol, moi ça me fait à peu près le même effet que quand je lis les milliards d'euros qu'utilise la Banque centrale et moi en tant que passager. Et je pense que cette inquiétude, elle est augmentée du fait que le monde de la construction aéronautique, que je fréquente depuis longtemps professionnellement et puis maintenant que je suis dans ces 2 entités, l'association et l'académie, c'est quand même un univers qui n'aime pas beaucoup communiquer, qui fondé sur son expérience, en gros dit les passagers, vous êtes trop stupides, c'est pas la peine qu'on vous explique. Sauf que je pense que de nos jours, ça marche plus et que les gens veulent avoir des explications. Et qu'en particulier, le sujet dont je vais vous parler, ce que je retrouve peut-être le plus inadmissible, c'est que les compagnies aériennes ne trouvent pas que ça soit inadmissible. Ça va, vous avez suivi? Alors vous avez remarqué, il y a des choses à l'écran, je raconte autre chose,
Ça, c'est une façon que vous restiez éveillé parce que c'est la fin de l'après-midi, vous pouvez être un peu fatigué et que le cerveau humain est capable de lire ça beaucoup plus vite que si moi je vous le lisais, et puis pendant ce temps-là, je vous raconte autre chose. D'accord? Donc ça va être comme ça à peu près tout le temps. Alors, quand j'ai préparé cette présentation, j'ai discuté avec beaucoup de gens, et les gens qui m'ont dit, mais qu'est-ce que ça veut dire disparition? Il y a plein de types de disparition. Alors, comme je ne suis pas François Mitterrand qui adorait cette phrase, je vais essayer de sortir de l'ambiguïté. Un premier type de disparition, alors est-ce que c'est acceptable ou pas? Au moins c'est compréhensible. Compréhensible parce que notre planète qui s'appelle la Terre est quand même couverte essentiellement des océans. Donc malheureusement, si un avion tombe, il a des chances de tomber dans l'eau. Et s'il tombe dans l'eau, ça va être difficile de le retrouver. D'accord? Alors, les chiffres que vous avez là ont été fournis par Jean-Paul Troadec, qui est une vedette des médias maintenant, ancien directeur du BEA, comme vous avez certainement vu passer à la télévision. Il n'est pas là ce soir, il est en train de faire du ski. Alors, j'ai dit que Jean-Paul Troadec a fourni ces chiffres. Il ne m'a pas fourni ces chiffres. Il a fourni ces chiffres dans le cadre d'un groupe de travail de l'Académie de l'air et l'espace, dont Claude Roche a été le président, dont j'ai été le secrétaire, et dans la salle, il y a un certain nombre de gens qui ont participé à ce groupe de travail. Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je n'aurais pas pu faire l'exposé que je vais vous faire aujourd'hui, en espérant que vous allez le trouver intéressant, s'il n'y avait pas eu ce groupe de travail et tout ce que j'avais appris dans ce groupe de travail. Par contre, cet exposé, je ne le fais pas au nom des membres du groupe de travail, qui peut-être tout à l'heure me diront le contraire de ce que je vous aurais raconté, ni en tant qu'Académie de l'air et l'espace. C'est pour ça qu'au début, il y avait le logo de l'Académie de l'air et l'espace, dont je suis membre correspondant, et aujourd'hui, je fais un exposé dans le cadre de l'Association aéronautique astronomique de France et de la mairie de Paris. C'est clair? Alors les chiffres, ils sont là. Évidemment, tout dépend du côté où on se place par rapport à l'idée qu'on s'en fait. Si on est dans les statistiques, c'est pas beaucoup de statistiques. Si on fait partie des familles de victimes, c'est des cas un peu embêtants. Alors, comme toujours, dans, vous savez, les publicités sur les murs, il faut toujours regarder ce qu'il y a en bas. Donc, ce qu'il y a de marqué en bas, c'est aujourd'hui, je vais finalement passer beaucoup de temps à vous expliquer ce que je ne vais pas vous présenter, plus que ce que je vais vous présenter. Et donc, je vous parlais très très peu de la question de la récupération des données de vol quand il y a un accident. Je vais parler essentiellement du suivi et de la localisation des avions. Quels sont les légers inconvénients, entre guillemets, du fait que les avions ne soient pas suivis? Est-ce que c'est dans le bon ordre? Encore une fois, tout dépend du point de vue qu'on a. Est-ce que ça devrait être dans un autre ordre? Vous pouvez avoir une autre opinion, mais c'est quand même assez embêtant que les avions ne soient pas suivis. Dans mon exposé, je vais vous parler d'un certain nombre d'événements. Évidemment, l'événement principal, c'est le Malaysian 370. Quelque temps après, malheureusement, cette compagnie aérienne a eu son avion qui a été descendu au-dessus de l'Ukraine. En février, bon, ça a été moins médiatisé. Il y a très peu de choses écrites en anglais. En général, je les ai gardées parce que c'est plus court. Et j'ai essayé qu'il y ait le moins de sigles possible. ICAO, c'est l'Organisation internationale de l'aviation civile. Donc en anglais, on met les initiales à l'envers. D'accord? Ça, j'en reparlerai beaucoup. Un an après, il y a eu l'anniversaire de la disparition de cet avion. Et là, l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale, selon ses règles, est obligée, un an après, de publier un document. Ce document a été publié. Et donc, c'est de ça que je vous parlerai. Et puis, qui n'est pas totalement lié à mon sujet, mais comme à un moment donné, je vais faire allusion, je vous rappelle quand même qu'il y a eu cet accident où le pilote s'est suicidé et a crashé l'avion. Alors, c'est sûr qu'en mars 2016, de nouveau, on va entendre parler du MH370, il n'y aura rien de nouveau. Ça va être comme toujours dans les aspects médiatiques, ça va durer une demi-journée, au bout d'une demi-journée, personne n'en parlera plus. Mais l'avantage, c'est que ça va permettre à Jean-Paul, à nouveau, de passer à la radio et à la télé, ce qu'il adore maintenant. Puis il fait bien ça maintenant. Hein. Non, c'est un copain. Je dis du mal des gens, mais Jean-Paul, c'est un copain, je l'aime bien. Hein. Faut pas. Bon. Alors, autre chose, si, en venant ici, vous avez espéré que je vous explique pourquoi l'avion a disparu, on a essayé avec Gérard que le texte soit le plus clair possible. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi l'avion a disparu. Je n'en sais strictement rien. Et n'espérez pas de moi la moindre explication. Dans la discussion, si vous voulez démarrer là-dessus, c'est votre droit. Moi, je ne dirai rien sur ce sujet. Si vous voulez en discuter entre vous, libre à vous, mais moi, je ne vous dirai rien parce que je n'en sais rien. D'accord?
Par contre, j'ai lu le rapport de 600 pages. Peut-être pas tout dans le détail, mais beaucoup de gens, parce que comme il n'y avait pas de révélation sur le pourquoi, tout le monde s'en fichait. C'est un document factuel. Et donc je vais me servir de ce document factuel en prenant l'exemple de cet avion qui a disparu pour vous expliquer pourquoi en fait c'est pas si extraordinaire que ça que la MH370 ait disparu, mais c'est le fait qu'il y a des avions qui disparaissent, et ça me semble encore plus extraordinaire et même inadmissible. Donc c'est ça que je vais vous raconter. Encore une fois, si vous espériez d'avoir des résultats, vous mieux que vous en alliez, parce que je ne vous raconterai rien. D'accord ? Et ce que je vais vous expliquer, c'est, malgré tout, ça, le contrôle du trafic aérien. Alors, souvent, je dirais ATC, Air Traffic Control. Les centres de contrôle des opérations des compagnies aériennes. La défense aérienne, puisque ça relève de la souveraineté nationale. Et puis, la visualisation des vols sur Internet, ce que je vous montrais avant, et bien, malgré ça, les avions disparaissent. Donc là, je vais vous emmener dans un voyage en 5 épisodes. On va faire une partie du voyage de ce MH370. Jusqu'à présent, je suis allé très vite et il y avait à l'écran des choses différentes de ce que je vous ai raconté. Donc là, n'essayez pas, enfin si vous voulez commencer à lire ce qui est sur la droite, libre à vous, mais je vais vous l'expliquer lentement. Certaines personnes qui sont dans la salle, qui sont habituées à mes topos, savent qu'avec un seul transparent, je peux tenir une demi-heure. Donc ça ne les rassure pas forcément. Donc ça, c'est la trajectoire. Les numéros là, tout ça, ce que je vais vous dire là, c'est la traduction littérale de ce qu'il y a dans ce rapport. Je n'ai rien inventé. Là, il décolle, et là, je vais parler au moment 6, quand on est là. Grâce à cette planche, je vais essayer de vous expliquer en quelques minutes ce qu'est le contrôle du trafic aérien. Avec un adage, enfin, ce que j'utilise, vous allez suivre. Le contrôle du trafic aérien n'est pas aussi simple que les gens qui n'y connaissent rien le croient, mais n'est pas aussi compliqué, je n'ai pas dit complexe, n'est pas aussi compliqué que les gens qui sont à l'intérieur ont intérêt à le faire croire. Ça va ? Bon. Donc moi, je vais essayer de faire autre chose. Donc là, il y a ce moment très important qui est le transfert entre deux pays, entre deux centres de contrôle. En ce moment, on parle beaucoup des frontières. À ce sujet, allez voir l'exposition sur les frontières au musée de l'immigration, là dans le 12e. Les frontières existent en l'air. Un avion pour voler doit déposer son passeport, et son passeport est vérifié avion par avion, y compris en Europe. L'espace Schengen n'existe pas en aviation. Et qu'est-ce que c'est qu'un passeport? C'est un plan de vol qui est distribué. Vous verrez, ce n'est pas Internet. L'ATC ne connaît pas Internet. Donc, on distribue le plan de vol et le contrôleur du centre, du secteur qui est en charge l'avion, qui est responsable d'une et d'une seule chose, l'anticollision, c'est-à-dire la sécurité. Alors, comme on aime bien brouiller les cartes, dans l'aéronautique, on appelle sécurité ce qui relève des erreurs involontaires et la sécurité de la malveillance. Dans tous les autres domaines, la sûreté, ça y est, moi aussi je me plante, d'accord, merci. Donc dans tous les autres domaines, c'est l'inverse. En plus, en anglais, la sécurité, ça dit safety, la sûreté, ça dit sécurité. Donc je recommence. Ce qui relève des accidents, c'est la sécurité, pour nous. Ce qui relève de la malveillance, c'est la sûreté. Et chaque fois, je vous rappellerai ça, d'accord? Bon, bien. Donc, ce qui relève de la sécurité, c'est l'anticollision. C'est le seul rôle, je simplifie, j'ai dit que j'essayais de vous raconter les choses simplement, du contrôle du trafic aérien. Donc quand le contrôleur a fini avec cet avion, il dit « Au revoir monsieur, je me suis bien occupé de vous, maintenant vous allez parler avec mon copain vietnamien, je vous donne ça, parce qu'il parle à la fréquence, là il a un micro là, il dit bah, je vous donne sa fréquence là, comme la poste de radio, 1.2 machin, ça, vous allez l'appeler, vous verrez, il va s'occuper de vous, sans problème, c'est un professionnel. Et puis en plus, avant, j'ai décroché mon téléphone, ne vous en faites pas, je l'ai appelé et je lui dis que vous allez arriver
et que vous allez arriver à telle altitude, et qu'en plus, le code radar secondaire, dont je vous parlerai après, c'est les 4 chiffres, et vous en faites pas, il va vous reconnaître, il n'y a pas de problème. Alors, quand je vous raconte ça, c'est dans une salle où je parle assez fort, on est tous, on parle français, il y a quelques non-français, mais qui parlent très bien français, il n'y a pas de problème. En l'air, il y a au moins un pilote, au moins il y a Jean-Michel. Où il y a Jean-Michel? Bidot. Il se cache. Voilà, il est là. Là, je vais parler vue du pilote. Hein. Donc, Jean-Michel a été Air France long courrier. Donc là, je vous raconte quelque chose de très clair. Mais là, ce qu'on appelle la radio, la fameuse VHF, Very High Frequency, c'est un truc dont la qualité est à peu près quand vous êtes avec votre radio dans votre poste radio en voiture et ça fait... En plus, c'est l'anglais. Alors, à la limite, les gens dont ce n'est pas la langue natale, l'anglais, ils font peut-être un effort. Mais un contrôleur américain avec un accent à couper le couteau, hein, Jean-Michel, donc, vous imaginez que ce système repose sur ça. Ce qui veut dire que le pilote, en fait, c'est le copie en général, il fait ça. Ah, tiens, je vais régler la fréquence. T'as compris ce qu'il a dit? Ah oui, ça doit être ça. Donc j'essaye. Si jamais il s'est trompé de fréquence, l'avion sera muet parce que le contrôleur vietnamien, il est sur une autre fréquence. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, le copilote a dit « bonne nuit ». Alors, bon, c'est pas exactement de la phraséologie, il y a des gens qui ont glosé, est-ce qu'ils faisaient de l'humour? Bon, que dans cet espace, la nuit, qu'il y a un peu de convivialité, que le gars dit « bonne nuit, au revoir », bon, c'est plutôt sympathique. En tous les cas, dans la transcription écrite, il n'y a pas marqué, comme les transcriptions à l'Assemblée nationale, rire. Hein, d'accord, il n'y a pas ça. Alors, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que le contrôleur vietnamien a mis 20 minutes, 19 minutes et quelques secondes pour se rendre compte que l'équipage ne l'avait pas appelé. Alors que le gars de Kuala Lumpur l'avait prévenu. Vous allez dire 20 minutes, c'est énorme. Dans le cas de l'Air France 447, Rio-Paris, entre le Brésil et Dakar, le contrôleur de Dakar il s'est rendu compte que l'avion n'était pas arrivé le lendemain matin en écoutant la radio. C'est le contrôleur de Brest qui s'en est rendu compte. Mais d'abord, vous avez vu, c'est un truc extrêmement fragile. Les pilotes, ils savent très bien que c'est un moment fragile. Un pirate, les pirates, ils se renseignent. Ils ont lu le compte-rendu, l'enquête accident du Air France 447. Donc ils savent que c'est un moment de fragilité. On ne saura jamais s'il y a eu une panne, si l'équipage a décidé de ne pas parler, ou si c'était mis sur une mauvaise fréquence. On n'en sait rien. Ce que je constate, c'est qu'en même moment, dans ce moment de fragilité, il y a une coupure du transpondeur. Alors, qu'est-ce que c'est que le transpondeur? Là, je vais faire un cours. Un radar primaire, paf, ça envoie une impulsion, ça revient, on mesure le temps, ça fait la distance, l'angle, la trigo, rho, θ, xy, on a la position. Mais ça, ce n'est pas suffisant. Donc, à la Deuxième Guerre mondiale, les Anglais ont inventé, pour faire identifier entre les ennemis friends et les ennemis foes, un système qui s'appelle IFF, qui est le radar secondaire, où là, c'est 2 impulsions, paf, à bord, il y a un répondeur, et le répondeur renvoie ce fameux code radar secondaire. Alors là, pareil, est-ce qu'il y a eu une panne? Bizarre, une deuxième panne au même endroit. Est-ce que le pilote s'est trompé dans le code ou est-ce qu'il a coupé? Alors, pourquoi le pilote a-t-il le droit de couper quelque chose comme ça? D'abord, il faut qu'elle soit à portée de main pour le régler. Et en plus, pratiquement tous les systèmes dans l'architecture des avions actuels peuvent être déconnectés par les pilotes. Un des membres de notre équipe, Xavier Champion, qui était un ancien d'Airbus, nous a fait la liste de tous les systèmes qu'un pilote peut déconnecter. On peut imaginer d'autres systèmes où le pilote ne puisse rien déconnecter. Mais en particulier, si un moteur est en feu, c'est quand même mieux que le pilote puisse le couper. Évidemment, il faut qu'il évite de couper le bon, comme pour l'ATR, où il s'est trompé et puis l'avion a plongé. Bon. On peut partir dans les histoires d'erreurs humaines. Donc, un transpondeur, ça peut se couper, aussi pour des raisons d'électricité, et puis aussi parce que c'est un peu du logiciel, et c'est comme votre ordinateur là, sous Windows, il y a des moments, quand ça commence à pédaler, la bonne solution, c'est de remettre à zéro, et c'est comme ça que ça marche. C'est pas vrai, Raymond?
Ça dépend. Bon, allez. Ça, je vous ai raconté ce qu'est le contrôle du trafic aérien. Maintenant, on va passer à autre chose, qui est les échanges entre l'avion et sa compagnie aérienne. Alors, ça va être la planche d'après, mais là, je vous le mets là parce que ça a eu lieu là. Donc là, il y a la coupure de la CARS. On a plein d'acronymes. Ceux qui savent ce que c'est que la CARS, et encore, je ne vais pas faire une interro écrite. Pour les autres, sachez que c'est comme un telex. Alors là aussi, il y a des gens dans la salle, surtout les jeunes, ils ne savent plus ce que c'est qu'un telex. Un telex, c'était les agences France-Presse, là, vous vous souvenez? C'est des imprimantes. Kennedy a été assassiné. Ben, c'est ça, avec une imprimante. C'est ça. Les centres de contrôle des opérations aériennes, en fait, il y a toute une panoplie. Depuis des compagnies aériennes où c'est le chef d'escale qui téléphone, il dit « Tiens, l'avion est arrivé ». À l'extrême opposé, il y a des CCO comme ceux d'Air France, des grandes compagnies. Là, c'est le CCO de Malaysian Airlines, où, disons, dans le rapport de l'OAC, ils sont relativement pudiques. Je vous expliquerai après pourquoi la CARS, dans le cas du Malaysian Airlines, envoie une information toutes les 30 minutes. En plus, l'hypothèse est faite que de temps en temps, le pilote appelle le CCO, ce qui n'est pas fréquent, hein, Jean-Michel. Le pilote, appeler un CCO, c'est pas vraiment ta tasse de thé. Il fallait vraiment que ça soit nécessaire. En théorie, il aurait dû, puisqu'au bout de 30 minutes, il n'y avait pas eu de retour, il aurait dû appeler. En fait, c'est les Vietnamiens qui ont appelé les Malaisiens, ils ont dit « Tiens, l'avion n'est pas apparu ». Les Malaisiens, ils ont appelé Malaysian Airlines, et encore, ils ont eu de la chance que ça soit Malaysian Airlines, parce que comme c'est la compagnie du même pays, vraisemblablement, ils avaient le numéro de téléphone. Ça aurait été une compagnie aérienne inconnue, à mon avis, il fallait qu'ils prennent un bottin. Oh là là, zut, où est le numéro? Et dans le cas du Germanwings, je pense que l'organisation qui a été la dernière prévenue que l'avion s'était planté, c'est le CCO de Lufthansa. Bon alors, pourquoi je vous raconte tout ça? Voilà un cockpit de Boeing 777, tu reconnais? Bien. Et là, il y a deux trucs, là. La radio et le transpondeur. Ça, c'est un transpondeur. Bon. Il y en a une radio. Vous allez suivre. Ça prouve que vous suivez. C'est bien. Bon. Après, ça, c'est un transpondeur. Alors, il y a des trucs un peu, vous oubliez ça. Donc, on voit bien les quatre chiffres. Et puis ça, alors, on a trouvé ça sur un Boeing 757, une imprimante, je vous ai dit, d'un telex. Alors ça, le message, c'est Raymond Rousseau, là, que j'ai déjà désigné, qui fait partie du groupe de travail, résume de la façon suivante. Dans les communications grand public, on en parle maintenant de 5G. Dans les communications sol-bord, on en est à la demi-G. C'est bien ce que tu dis? Ok, bon. Alors, les CCO, j'ai des planches après sur le CCO d'Air France. Je ne sais pas, il y a d'autres personnes. Il y a au moins Bertrand de Courville, qui a été aussi un des membres du groupe de travail, grâce auquel j'ai plusieurs fois visité le CCO d'Air France depuis. Et je vous dis, ça, bon, on ne peut pas y aller à beaucoup, mais c'est autrement plus intéressant qu'un centre de contrôle. Alors, on va continuer le voyage. On en est à l'étape 3. Alors ça, c'est encore ce genre d'acronyme à la gomme, en général inventé par les Américains, surtout par le Lincoln Lab aux États-Unis, qui est à Boston, qui a tout inventé. Les acronymes, on prend des initiales et après ça fait des mots et les gens utilisent ça. A, ça veut dire que c'est l'avion qui l'envoie spontanément. Diffusé, broadcast. Vous verrez tout à l'heure, il y a un autre truc qui s'appelle ADS-C, qui n'a rien à voir. Dépendance, alors vous l'avez vu déjà avec le radar secondaire, dépendance, c'est qu'on dépend de l'avion. Évidemment, si l'avion n'est pas coopératif. Surveillance, c'est parce qu'avec ça, on pourrait s'en servir au sol pour surveiller les avions. Sauf qu'il n'y a aucun projet en Europe pour le faire. Aux États-Unis, ils sont en train de s'y mettre. Et là, au Vietnam, ils ont un système très avancé qui a été fait par Thales, qui a un joli nom, ça s'appelle le Dragon Bleu. C'est joli, Blue Dragon. Et eux, ils avaient l'ADS, et à ce moment-là, ils ont détecté par ce système-là, mais le problème, ça s'est arrêté. Et les sites Internet utilisent cette information. Donc le message, c'est que si le transpondeur est coupé, vous avez l'impression que vous voyez les avions en permanence sur les sites Internet, mais non, il sera coupé, il aura disparu. Alors en plus, à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de récepteurs, parce que c'est des récepteurs privés. Je vais vous expliquer après ce que c'est. Il n'y en avait pas beaucoup au sol. Alors l'autre problème,
ça veut dire que n'importe qui peut voir les avions, y compris les terroristes. Alors le MH17, c'était une erreur. Dans le Sinaï, c'était délibéré. Maintenant, les terroristes, ils peuvent savoir où sont les avions. Il y a le même problème pour les bateaux, où il y a un système qui s'appelle l'AIS. AIS, allez chercher sur AIS, Marine Traffic. Et si vous regardez Marine Traffic, vous verrez qu'à l'est de l'Afrique, il n'y a pas de bateaux. Pourquoi? Parce que les bateaux, ils coupent. Parce que les pirates, il y a longtemps qu'ils ont compris, ils utilisaient l'AIS pour aller attaquer. Puis en plus, ils pouvaient choisir la cargaison. Donc c'était génial. Donc il y a le même problème pour les avions. Alors là, je vous ai sorti il y a une semaine. Ça, c'est un truc privé. C'est des privés qui font ça. Alors là, il y a plein d'avions. Alors pourquoi je vous ai sorti ça? Vous voyez les avions là, qui sont à la queue leu-leu. D'abord, on a l'impression que c'est très dense. Mais ça, c'est une astuce des gens de l'ATC pour faire croire que c'est dense. Mais c'est parce que ce n'est pas la bonne taille des avions. En fait, l'espace aérien, il est vide. Donc c'est bon. Et là, la voie aérienne, les avions, c'est un truc virtuel. Les avions, ils sont à la queue leu-leu. Parce que c'est plus facile pour les contrôler en les mettant à la queue leu-leu. C'est comme la sortie d'école. Les gamins, il vaut mieux les mettre un par un pour les surveiller. Les sites Internet. Ça fait longtemps qu'on s'est posé la question de présenter les informations. Alors là, je ne vais pas résister à raconter quelques anecdotes personnelles. Aux États-Unis, ça fait longtemps qu'ils présentent ça. Et une année, j'y étais avec Daniel Tenenbaum, directeur général de l'aviation civile. Là-bas, il m'avait engueulé à la mode Daniel Tenenbaum que du poisson pourri. Ça m'avait vexé. En rentrant, j'ai demandé à Jacques Troyard qui bricole un truc comme ça. Philippe, tu te souviens de ce bricolo qu'on avait mis dans ton bureau rue Blomet? T'aimais bien ça? Bon, c'était un bricolo. Alors quand je suis allé en Eurocontrol, j'ai recommencé. Il m'a fallu longtemps pour convaincre la Central Flow Unit, qui s'appelle Network Operation d'Eurocontrol, d'avoir la visualisation des avions. Maintenant, ils l'ont. Alors une autre anecdote, c'est que quand on était centre expérimental, on expérimentait des trucs. Et puis j'avais demandé au cinéaste là-bas, Jean-Luc Hardy, de faire une maquette de ce qu'on aurait pu montrer sur Internet. On a montré ça à Yves Lambert, je ne sais pas si tu te rends compte, il nous a dit « Mais attendez, ça, c'est pas votre boulot, abandonné ». Bien. Le troisième aspect, c'est un problème important, c'est près des aéroports, la négociation avec les riverains, le bruit. Et quand on est dehors, c'est très difficile de voir si les avions suivent leur trajectoire. Donc l'idée, depuis très longtemps, c'était de présenter aux riverains les avions. Mais alors là, je ne vous dis pas, les organismes de la Défense disaient « Ah, avec ça, les gens vont tirer sur les avions d'El Al, arrêtez ». Fred, où il est? Frédéric Ricot. Tu te souviens, quand il y avait Jean-Pierre Besson, directeur général de Aéroport de Paris, il a tourné, Frédéric était directeur des opérations Aéroport de Paris à ce moment-là, il a créé ces maisons de l'environnement dans lesquelles les gens pouvaient venir voir les trajectoires. Mais alors maintenant, les sites Internet, là, on passe dans un monde totalement différent. On n'est plus entre nous. C'est le monde des geeks, dont on a vu dans le colloque, n'est-ce pas, à quel point les geeks sont méprisés par les gens sérieux de l'aéronautique, sauf qu'ils sont capables de bricoler des systèmes pour pas cher. Il y a 2-3 ans, on faisait des récepteurs ADS pour 2 à 3 000 euros. Donc il y avait des fanatiques qui s'achetaient ça même pour 2 ou 3 000 euros. Comme il y a des fanatiques qui s'achètent des stations météo, qui les branchent, et vous allez qu'à voir sur Weather Underground. Et surtout, c'est le monde des réseaux sociaux, c'est le monde de Wikipédia, c'est le monde de Facebook, c'est-à-dire les gens qui partagent les informations. Et là, on est dans une rupture sociologique, parce que dans les 6 milliards d'habitants de cette planète, il y a des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de gens qui passent leur temps à regarder les avions, beaucoup plus nombreux que les gens dans les CCO et dans les centres de contrôle. Et ces gens-là, 3 anecdotes. Une nombreuse fois où j'étais avec Bertrand, on allait visiter le CCO. Il y avait un avion d'Air France qui allait à Caracas, il a fait demi-tour. Le buzz, c'est que le pilote s'était engueulé s'était même battu avec l'hôtesse. C'était totalement faux. Sauf le buzz avait circulé avant que le CCO soit au courant. Alors quand je suis allé au CCO, j'ai discuté de ça avec le patron du CCO qui m'a dit « On va interdire les sites Internet ». La fois d'après où je suis allé au CCO, ils avaient tous Flight Radar 24 sur leurs écrans. Alors ça énerve Bertrand quand je dis ça, il dit « Ouais, c'est du bricolo ». Mais t'as pas à voir où. Les CROSS, les centres de recherche de sauvetage, ils font la même chose, comme la DGA n'a pas été foutue de leur faire des systèmes, ils utilisent Marine Traffic. Donc il n'y a pas de honte. Autre point, les radars secondaires maintenant, ils sont plus perfectionnés, il dit adressage sélectif. Donc là, il y a un code
en dur dans le transpondeur, à 8 caractères. Et là, qui permettent de mieux identifier l'avion. Sauf qu'en cas de maintenance, si on se gourre ou si on change de transpondeur d'avion, eh bien, il y a des échanges d'identité. J'ai même trouvé une fois un petit avion qui se baladait avec le code de Air Force One. C'est un peu gênant. Et dernier point, le Germanwings. Avec ce système d'adressage sélectif, on peut descendre le niveau que le pilote rentre dans le FMS, dans le fameux système. Et donc Flight Radar 24 a récupéré cette information et l'a envoyée au bureau enquête accident immédiatement. C'est extraordinaire cette histoire. Le petit détail, c'est que le seul système ATC où ceci n'est pas visualisé, c'est le système français. Bon. Alors, ces systèmes-là, ils sont utilisés par les professionnels, y compris par les compagnies aériennes qui ne veulent pas prendre la responsabilité de dire où sont leurs avions, mais qui, sur leur site, pointent sur des sites comme ça, la famille sait où les avions vont arriver. Bien. Allez, un peu de géographie. On est là, la Malaisie, là, ça. Singapour, c'est très intéressant, parce que Singapour, là aussi, ils ont un super système qui leur a été fait par Thales, qui s'appelle l'ORAD, mais surtout, Singapour aimerait bien jouer un peu le rôle de la CFMU, là, de la gestion des... Ils en ont la capacité technologique. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que s'il y avait un centre qui était capable de consolider toutes les informations sur les avions, il pourrait l'envoyer aux compagnies aériennes. Mais ce n'est pas le cas. Alors ça, c'est compliqué, c'est important. Ça s'appelle une FIR. C'est comme des zones territoriales. La mer, c'est ce qui a été attribué par l'Organisation de l'aviation civile après la guerre. Et donc ça, c'est la responsabilité territoriale dans l'air qui va au-delà des côtes de l'Indonésie. Et là, vous avez la frontière, la zone qui est de la responsabilité de la Malaisie. Et aux surprises, les avions que vous avez vus alignés tout à l'heure, ils sont alignés sur cette voie aérienne. D'accord? La 571. Et donc là, je passe à l'étape 4. Si une défense aérienne, c'est pour protéger des intrus. Donc la défense aérienne doit avoir des outils performants pour détecter les intrus. Et a priori, les intrus, ils ne sont pas coopératifs. C'est pour ça qu'ils ont des radars militaires. Donc là, avec les radars militaires, on voit l'avion qui fait ça. Et là, il va récupérer cette voie aérienne qui lui permet de rester dans l'espace territorial de la Malaisie. Alors, si on récapitule, il y a eu une panne de la radio, il y a une panne du transpondeur, il y a une panne de la casse. Ensuite, il y a certainement une panne du FMS qui a fait demi-tour et qui avait n'importe quoi, ça arrive, hein, qu'il y ait n'importe quoi dans un FMS. Mais aux surprises, il est allé récupérer une voie aérienne qui était dans l'espace aérien malaisien. Alors avec nous, un autre membre de notre groupe, qui est le Jean-Georges Brévaux, le général Brévaux, qui a été pilote militaire, qui a été responsable de l'équivalent du CCO pour les militaires. Alors lui, chaque fois qu'on discutait de ça, tu te souviens, Claude, il faisait des bons comme ça, c'est pas possible, ils sont nuls. Si c'était en France, on aurait décollé, on aurait été savoir ce qui se passe. L'explication, il y a une explication que lui a donnée Jean-Paul Tradec. Les Malaisiens, c'est... Ils sont ennemis avec personne. Exemple, dans la coalition qui a essayé de mettre en place l'Arabie Saoudite contre le terrorisme, la Malaisie a dit non, nous on n'en fait pas partie. Donc, ils ont décidé de ne pas décoller. Alors là, ça, c'est estampillé, vérifié par le général Brévaux, c'est ce que doit faire normalement la défense aérienne. La seule chose que je vous ai soulignée, c'est ça, les pertes qui sont des pertes temporaires, qui sont des erreurs du système. Ça, c'est en hommage à les équipements du commandement de la défense aérienne, des opérations aériennes, on ne trouve pas ça sur Internet. Donc j'ai trouvé ça. C'est bourré d'équipements. C'est des systèmes avec une intégration, n'est-ce pas Claude? L'intégration sol-bord, c'est autre chose que les bricolos dans le système civil, avec des liaisons sécurisées, tout est intégré. Et c'est la défense aérienne et c'est aussi les opérations extérieures. Et en ce moment, il y en a des opérations extérieures. Donc c'est un système super sophistiqué. Je ne sais pas si vous connaissez Vouch. C'est super, je vous dis, achetez. Dans cet album, voilà ce que j'ai trouvé. Alors, pareil qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Bouchard qui s'est inscrit. Bon, je sais pas. Enfin, j'ai rien contre Bouchard. Ça vous paraît drôle, ça? Eh ben, c'est ce qui se passe dans la réalité. C'est-à-dire que quand un avion il s'est trompé dans son code ou dans sa fréquence,
eh ben, on fait décoller un avion. Alors évidemment, les militaires, ça les amuse. Enfin, disons que ça les amusait, parce qu'en ce moment, ils ont de quoi s'occuper. D'accord? Et donc, il y a eu 56 cas. Et ça, c'est l'exemple que m'a donné Bertrand, qui est un exemple réel. Oui, mais non, attends, j'y viens. Attends, il y a un cinéma, là. Il y avait un diplomate russe dans un avion. Et en ce moment, les diplomates russes, il a vu un avion. Oh, scandale, l'ambassadeur français a été appelé à Moscou. En fait, ce n'était pas l'espace aérien français, c'est l'espace aérien délégué aux Suisses. Si tu vois, Philippe, ce que ça veut dire. Ça, c'est un avion. Alors, il aurait pu se rendre compte que c'était un avion suisse. Ça, c'est un F-18, ceux qui s'y connaissent. Un F-18. Le hasard, c'est que les F-18, c'est aussi les avions de l'armée de l'air en Malaisie. Bon, c'est un clin d'œil. Et alors, ce que vous ne voyez pas ici, c'est marqué stand-by 121.5. Il lui dit, mec, raccroche ta radio. Comme l'autre qui disait, Bouchard, rebranche ton téléphone portable. C'est la réalité, je ne vous raconte pas des blagues. D'accord ? C'est la même chose que pour ceux qui font du bateau, quand on fait de la navigation, il y a le canal 16 qu'on est censé veiller. Ben, c'est la même chose. Là, j'ai une planche plus loin dans les trucs sur les moteurs. Alors les moteurs, il y a des trucs hyper compliqués. Jacques Ranvier m'a envoyé une dizaine de slides comme ça. J'en ai fait un résumé qu'il a vérifié, mais ça, on verra après. Les moteurs, c'est le domaine dans l'aviation qui a le plus évolué depuis les frères Wright et qui continue à évoluer, notamment pour deux raisons, les aspects consommation et les aspects bruit. Et en même temps qu'il y a eu l'évolution technique des moteurs, pour moi c'est toujours mystérieux, on fait rentrer de l'air, ça ressort et ça fait voler des avions. Bon, c'est ça. Il y a plein d'informatique, plein d'électronique, de plus en plus sophistiquée, à tel point qu'avec l'A400M, c'est ça qui a quand même planté l'A400M, parce que c'était un problème logiciel des moteurs. Et ça s'est fait par étapes. D'abord, quand il n'y a plus de mécaniciens à bord, ça c'est de plus en plus sophistiqué, mais une fois qu'il y avait des systèmes informatiques, on s'est dit qu'on pouvait transmettre au sol des informations sur les moteurs. Et donc on l'a fait par étapes. D'abord, ça a permis, entre guillemets, de supprimer le mécanicien. Après, ça a permis d'accepter qu'il y ait des avions qui volent avec deux moteurs. Ça s'appelle ETOPS, Extended Twin Ops Operation, que connaît très bien Claude Franzen, qui est aussi un membre du groupe, qui a participé à la certification de ça. Et puis de façon plus générale, plein de choses qu'on envoie de l'avion au sol sur les moteurs. Sauf qu'on envoie ça dans un truc ridicule qui est cet ACARS, qui est ce Telex. C'est quand même énorme. Et alors là, dans le cas du Malaysian Airlines, il y a des moteurs Rolls-Royce qui ne sont pas ceux des 777 d'Air France. Donc ce n'est pas une procédure Air France, c'est une procédure proposée par Rolls-Royce et qui a été utilisée par Malaysian Airlines, qui n'est pas non plus une procédure standardisée ETOPS. Ils ont voulu ça, c'est-à-dire que toutes les 30 minutes, on envoie la consommation, on envoie à bord ce qui reste de carburant dans les moteurs. Pourquoi? Je n'en sais rien. Donc au début, on voit dans le rapport qu'il y a effectivement l'envoi de la quantité de carburant. Et puis au bout d'un moment, comme il y a eu, où c'est tombé en panne, où quelqu'un a coupé le terminal ACARS, alors quand même, couper un terminal ACARS, quand on regarde sur les sites et les échanges entre les pilotes, il n'y a pas beaucoup de pilotes qui savaient comment le faire. Maintenant, ils ont qu'à lire, les terroristes, ils n'ont qu'à lire le rapport, ils le savent maintenant, comment faire, comment le débrancher. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il y avait quand même le tuyau qui est une communication satellite. Et là, la communication satellite, c'est comme vous avec votre portable, de temps en temps, vous entendez bing. C'est parce que c'est le système qui vérifie dans quelle cellule vous êtes. Donc il envoie un message, c'est ça on est tout le temps localisé, on sait dans quelle cellule on est avec le téléphone portable. C'est comme ça qu'on retrouve les terroristes. Eh bien ça fonctionnait. Et donc ce ping, comme ça, il est envoyé. Et donc il est envoyé, et il y a eu 6. Donc on sait que l'avion a continué à voler pendant plusieurs heures. Et puis au bout d'un moment, alors on n'en sait rien, c'est peut-être l'APU, le système de secours, d'alimentation des moteurs, quand les moteurs se sont arrêtés. Donc vraisemblablement, le moteur s'est arrêté et c'est terminé. Alors, encore un peu de géographie. Ça, c'est Perse. Ça, je vous le montre, parce que si vous voulez un topo sur les recherches et pourquoi il faudrait mieux arrêter les recherches, vous avez qu'à demander à Jean-Paul, il vous fera un topo d'1 heure, mais moi, je vais vous parler des recherches. Ça, c'est la Réunion, on a trouvé le fameux flaperon.
Ça, c'est les Maldives, où paraît-il, il y a un avion qui est passé dessus. Et puis ça, c'est une question pour le Super Banco, là. C'est quoi, Biot? Archipel. C'est quoi, ça? Ah ben voilà. Vous avez perdu le Super Banco. C'est Diego Garcia. Alors là, me demandez pas comment ça se fait qu'avec toute l'électronique qu'ils ont là-bas, un échelon des grandes oreilles de la NSA, avec des trucs qui surveillent la Russie, etc., ils ne savaient pas où est l'avion. Je n'en sais strictement rien. Là aussi, si vous voulez en discuter entre vous, je serais curieux de donner la réponse. C'est pas... Alors, je poursuis. Donc ça, c'est le résumé. J'ai essayé de vous expliquer comment on perd des avions et pourquoi, finalement, les MH370, ce n'est pas si extraordinaire que ça. Hop. Alors, vous allez dire, au niveau international, il pourrait faire quelque chose. Il y a eu, en février de l'année dernière, une grande réunion d'Organisation de l'aviation civile internationale qui devait se réunir pour, à mon avis, des fumisteries, c'est-à-dire pour faire de la certification de l'ATC. Quand on sait que l'ATC est fondée sur la radio, faire de la certification, c'est vraiment perdre son temps. Mais malheureusement, heureusement, ils avaient deux choses à s'occuper. Le MH17, là, ils ont trouvé une solution plutôt intelligente, et là, le MH370. Et la montagne a accouché d'une souris. Alors pourquoi? Parce qu'il y a eu un groupe de travail. Alors bon, il y aurait Patrick Cipriani qui serait là, qui était le représentant français là-bas, évidemment en public, il ne dirait pas la même chose que moi. Bon, mais on a eu d'autres informations, notamment Farid Zizi qu'on a pu rencontrer, qui nous a raconté la réalité des choses. C'est qu'en fait, il y a eu une bagarre entre les compagnies aériennes, entre Air France qui voulait faire passer tout ce qui avait déjà été mis en place à Air France après le vol 747, et puis British Airways qui voulait rien savoir. Donc le résultat, c'est que c'est n'importe quoi. Les recommandations du BA, si il y a un organisme qui s'appelle l'Agence européenne de la sécurité, ils ont prétendu qu'ils avaient la solution. Ce qui vient de sortir, c'est simplement qu'on va rallonger la durée d'enregistrement du voice recorder, là, et puis des trucs sur les balises éjectables. C'est tout. Par contre, le communiqué de presse, c'est que ça y est, l'Agence de sécurité aérienne a la solution pour le suivi des avions. Bien, tout le reste, ça n'a absolument pas été traité. Comme ce n'est pas traité, bah évidemment... Alors, jusqu'à présent, les transparents étaient à peu près compréhensibles. Là, je pense que vous êtes largués. Même ceux qui croient connaître le système, il y a à peu près Crémon. De toute façon, c'est lui qui a écrit ça. Je vais essayer de simplifier. En haut, c'est les Big Brothers américains. Ils vont nous faire le coup de GPS et ça fout la trouille à Raymond. Effectivement, c'est un peu inquiétant. Même si les satellites sont faits par Thales. D'accord ? L'Australie, c'est normal, ils ont le meilleur système au monde, de loin, fait aussi par Thales. Vous savez, ça fait 3 fois que je dis du bien des systèmes de Thales. Hein. Okay. Non, parce que en général, je dis ce que je pense. Ça, alors là, c'est aussi Raymond qui pourrait les expliquer, c'est trop compliqué. La Chine, évidemment, c'est une grande puissance qui essaye de montrer que, surtout dans ce coin-là, elle veut se positionner. Et ça, c'est le plus intéressant. Le directeur général de Qatar Airways, c'est une personnalité qui a eu des vapeurs au moment de la réception du premier A350. Et regardez ce qu'il dit. Donc là, c'est la question, est-ce que le fait de suivre ces avions peut être un argument commercial? Est-ce que pour les passagers, ça peut être quelque chose qui leur fasse choisir cette compagnie plutôt qu'une autre? Alors l'autre point, envoyer les données de vol, alors je vous dis au début que je n'en parlerai pas, techniquement, c'est tout à fait faisable. Il y a des gens qui disent que ce n'est pas faisable. Non, c'est tout à fait faisable. C'est une question de tuyau. Parce qu'actuellement, le tuyau est tout petit. Et puis, de toute façon, il ne s'agit pas de centraliser les informations de tous les avions en un endroit, c'est que ce soit chaque compagnie aérienne qui les récupère. Sauf que là, ça pose un sacré problème juridique quant à la confidentialité de ces données. Là aussi, vous êtes perdu. La seule chose qu'il faut que vous compreniez, c'est ça. Ça veut dire les jeux à bord. Et pas simplement les jeux de cartes, pas simplement la vidéo. C'est la transmission d'informations à bord. C'est en train d'arriver. Ce n'est pas de la science-fiction. Autrefois, on nous disait qu'il fallait qu'on coupe le téléphone à n'importe quoi. Là, il y aura la communication à bord. Ça aura l'inconvénient qu'on pourra vous joindre. En particulier, votre patron pourra continuer ou la famille continuera à vous embêter, alors qu'avant, on était peinard. L'avantage, c'est que si vous avez une fille ou une petite fille, vous savez, la génération Y, là, qui ont toujours un truc au bout et puis un grand machin qui regarde en permanence, et bien, quand elle sera dans l'avion, vous pourrez skyper avec elle. Bon, comme c'est vous qui payez l'abonnement, ça vous coûtera cher, mais vous serez rassuré. Et moi le premier, d'accord. Bon. Le seul problème, c'est est-ce que ça va vraiment être séparé des choses cruciales dans l'avion, cette communication, sachant qu'on ne met pas 50 trous dans le fuselage et 50 antennes.
Donc il va y avoir un nœud là. Donc ça va être une rupture, à mon avis, une première rupture. La deuxième, puis vous voyez, je suis presque à la fin, ça vous avez demandé ce que c'est, ça c'est ça. On transforme les gros sacs, déjà qu'ils avaient l'uniforme, les pilotes, mais en plus ils se baladaient avec des trucs. Donc on voyait bien que c'était des gens sérieux. Bon, donc on remplace ça par des tablettes. C'est pas de la science-fiction, c'est en train d'arriver, les tablettes. Avec, ça c'est une information que m'a donnée Bertrand, comment ces systèmes vont être certifiés, quels vont être les niveaux de sécurité qu'on va vouloir sur ces systèmes. Et puis alors le problème de sûreté. On va être dans ce qu'on appelle des systèmes asymétriques. Dans le cockpit, le pilote a une tablette où il n'est même pas sûr qu'il va avoir des antivirus à jour. Et dans la cabine, il y a des hackers qui vont s'amuser, passer des heures et des heures à rentrer dans le système de pilotage. Et ça, c'est les gens qui sont dans la cabine. Mais comme il y a des gens qui imaginent qu'on puisse contrôler un avion du sol, eh ben, pourquoi pas des gens du sol qui rentrent dans les commandes. Donc là, on a deux ruptures dont on ne mesure pas à l'heure actuelle les conséquences. Alors je vais terminer par un petit cocorico, mais un collectif, puisque à la suite d'un colloque de l'Académie de l'air et l'espace, on a rédigé un dossier et les 5 membres du comité de rédaction sont là. Il y a Anne-Marie Mingui, qui est présidente de la section 1 de l'Académie de l'air et l'espace, haut conseiller de l'ONERA, Paul, haut conseiller de l'ONERA. Il y avait Dominique Colin-Verdière, conseiller scientifique, Pierre-André Bay, monsieur recherche, Aérocontrôle, et moi, modeste retraité. Et donc, dans ce rapport, on disait que c'est quand même un peu dommage que le pilote soit myope, avec son radar où il voit juste devant, et c'est quand même dommage qu'on ne lui donne pas la situation météo. Eh bien, ça y est, Honeywell l'a fait, c'est Pierre qui m'a envoyé cette information. Alors, je ne vais pas dire que Honeywell l'a fait grâce à notre rapport, mais enfin, c'est une petite satisfaction personnelle, n'est-ce pas, Anne-Marie Mingui? Voilà. Donc, j'ai terminé. Alors là, si jusqu'à présent, vous pensiez encore que je faisais cette communication au nom de l'Académie et des groupes de travail, là, c'est vraiment mon opinion personnelle. Les communications Solbord ne font aucun progrès. Pourquoi? Parce que les organismes de contrôle du trafic aérien, autrefois qui étaient des services publics, sont devenus maintenant presque des monopoles privés, et il n'y a rien de pire qu'un monopole public, si ce n'est un monopole privé. Le pire étant évidemment en Europe, où Madame de Palacio a réussi l'inverse de ce qu'elle voulait avec le ciel unique, c'est qu'on a des organismes privés qui n'ont qu'un but, c'est non plus le service public, mais d'augmenter non pas leurs profits, mais les salaires de les personnels, comme on peut le constater dans la grève qu'il y a aujourd'hui, où quand des contrôleurs font grève pour leurs conditions de salaire. Je trouve ça assez étonnant. Dans ces conditions, pourquoi ils feraient de l'innovation? Ça ne leur sert à rien. Les compagnies aériennes n'ont aucun intérêt à assurer leurs avions. Par contre, ça va se développer. Et je pense que grâce à ça, il va y avoir des tuyaux entre le sol et l'avion. Et grâce à ça, pour rien, les compagnies aériennes pourront donc satisfaire ce qui me semble est une exigence morale vis-à-vis des passagers et des familles de passagers de suivre les avions. Quant à l'ATC, j'ai terminé. Je vous remercie. Vous allez le réveiller, déjà qu'il est gros avec les redevances de route. Et si on écoute notre ami Xavier Front, qui est quelqu'un sérieux, vous racontez qu'en plus, ils vont récupérer 3 milliards d'euros de la Commission européenne pour faire quelque chose. C'est Xavier Front qui le dit, hein, qui est une escroquerie intellectuelle et qui est une escroquerie financière. Donc surtout, ne le réveillez pas, ils vont demander de l'argent en plus. Bon, alors, j'ai encore plein de transparents, mais là, on va passer au débat. Viens m'aider. Mais si. Raymond, attends, vu tout ce qu'il y a décrit par toi là, et puis Bertrand, je ne peux pas faire venir tous les gens du groupe de travail. Il y a encore une personne que je ne vous ai pas présentée, c'est Jean-François Vivier. Bonsoir Jean-François. Alors, première règle, si des gens du groupe de travail me contredisent, je ne dirai rien parce qu'on ne va pas redémarrer les débats intéressants qu'on a eu dans le groupe. Première règle. Deuxième règle, s'il y a des choses qui vous gênent, Jean-Luc, on coupera au montage. D'accord? Donc vous me le dites, on coupera au montage. Les gens qui sont dans le domaine, essayez de ne pas utiliser des sigles et qu'on ne fasse pas. Et puis, dernier point, les gens qui n'y connaissent rien, posez toutes les questions que vous voulez, parce que mon expérience, c'est qu'il n'y a jamais de questions stupides. Au pire, il y a des réponses stupides. Voilà, allez-y. À toi, maestro. D'abord, merci Jean-Marc.
On a fait un tour du monde, on a fait un petit tour en Asie. Là. Bon, heureusement, on est tous là, tranquillement, on n'a pas disparu. Hein. Donc, je vais passer la parole. Je pense qu'il y a des questions. Alors, il y a une question qui est interdite. Hein, c'est où est le MH370 hein, ça. Bon, qui Oui, bonsoir. Deux questions. La première, lorsqu'un avion traverse une frontière, est-ce qu'il y a un temps réglementaire pour contacter le contrôle aérien suivant, ouais. Parce que vous avez dit tout à l'heure que le service indonésien ou vietnamien, je ne sais plus, a mis 19 minutes pour s'apercevoir que le MH370 n'avait pas contacté. Oui, il y a des choses réglementaires, Jean-Michel. Mais en fait, le passage, le transfert ne se fait pas exactement à la frontière. Parfois, il se fait bien avant, parce que, je vais quand même le dire, il y a quand même un contrôleur dans la salle. Roger, où il est, Roger? Ouais. Les contrôleurs, quand il appelle, il dit « je t'ai envoyé l'avion ». Même en français, ils disent « je te l'ai shooté ». Parce qu'en fait, ils s'en débarrassent le plus rapidement possible. Donc parfois, ils s'en débarrassent bien longtemps avant la frontière, parce que quand c'est clair, donc en fait, il n'y a pas vraiment de règles dans la réalité, enfin au moins ce que je connais, et bon, peut-être que maintenant ça a changé, Roger, c'est beaucoup plus strict. Peut-être, je le souhaite d'ailleurs que ce soit plus strict, mais donc c'est tout ce que tu as dit, il n'y a pas de règle, si ce n'est qu'effectivement, un avion, un équipage va systématiquement appeler le secteur suivant. Tenter de le faire, il n'y a plus de raison qu'il ne le fasse pas. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a la vraie vie, il y a la pratique, il y a des situations où les contrôleurs sont en confiance parce qu'ils ont le contre-transpondeur, ils voient que la trajectoire est normale, ils savent très bien que s'il n'y a pas un appel immédiat après le transfert, c'est probablement soit que l'équipage est en train de traiter autre chose plus urgent que d'appeler le contrôle, soit qu'éventuellement ils ont fait une erreur, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils ont affiché la mauvaise fréquence, ils vont revenir sur la fréquence précédente, rappeler le centre de contrôle qu'ils sont en train de quitter, pour avoir la bonne fréquence. Tout ça, ça peut prendre 5 et on va dire jusqu'à 10 minutes peut-être au maximum. Et ça, c'est la vraie vie. Et donc quand un avion n'appelle pas immédiatement, c'est pas un drame. En revanche, s'il n'appelle pas immédiatement et qu'il sort de sa trajectoire ou qu'il quitte son altitude, là, le contrôle va commencer à regarder de près, mais il n'y a pas de règle très précise. Il y a des reports de position dans des temps déterminés selon les espaces aériens, mais ça c'est autre chose. Il y a une règle, c'est pour déclencher les phases de recherche, les phases de détresse, les phases d'incertitude. Il y a une phase qui s'appelle incertitude, et donc au bout de 20 minutes, je crois effectivement s'il n'a pas appelé, on doit déclencher la phase d'incertitude. Là en l'occurrence, ce sont les Vietnamiens qui devaient la déclencher. Donc ils déclenchent une première phase et ils préviennent. Bon. C'est l'occasion de parler d'un autre canal de communication et de récupération, parce qu'une perte de contact, ça peut arriver, il faut la récupérer. La récupérer, c'est soit envoyer un chasseur en écrivant sur le réservoir en dessous qu'il faut appeler la fréquence. Ça c'est un premier mode, mais ça ne se produit pas tous les jours. Il y en a un plus simple qui correspond à des protocoles ou à des conventions établies entre les compagnies, en particulier celles qui ont un CCO efficace, ou en tout cas bien en place. C'est une convention avec le contrôle. Quand le contrôle a perdu le contact avec un avion, comme ça peut se produire, comme ça aurait pu se faire avec l'avion de Malaysia, un coup de téléphone au CCO, et le CCO envoie un ACARS, un message ACARS qui sort sur l'imprimante dans le cockpit, c'est l'imprimante que Jean-Marc nous a montré tout à l'heure, et à ce moment-là, l'équipage comprend qu'il y a eu quelque chose, qu'il y a un besoin. Si par hasard il n'était pas conscient que le contact était perdu, il appelle à ce moment-là. Donc il y a au moins ces deux canaux, ces deux modes de récupération, et puis il y a la chasse, un avion de chasse qui peut arriver aussi à côté. Et puis il y en a d'autres aussi, il y a des avions qui peuvent appeler à côté, il y a différentes solutions. Ok, alors juste deuxième question. Alors sans rentrer dans les polémiques, l'avion a disparu dans un secteur où il y a quand même un certain nombre de pays. Il y a des tensions entre le Vietnam, l'Indonésie, surtout en mer. Il y a certainement un certain nombre de radars primaires dans le secteur. Un 777, donc on ne parle pas quand même d'un petit avion, il est sacrément énorme, à 10 km d'altitude, donc à la vue de tous les radars, change de route comme ça. Je vous ai montré ce qu'il y a dans le rapport, qui est un rapport officiel. Il y a peut-être des gens qui savent, mais les militaires en particulier des autres pays n'ont pas apparemment donné de l'information, mais il est très vraisemblable que dans ce coin-là, il y a des radars militaires qui vont plus loin. Je l'ai dit, c'est même étonnant que les Américains n'aient pas des moyens de surveillance dans ce coin-là. Mais vous savez, la question pour les militaires, c'est soit ils disent qu'ils ne savaient pas
et c'est pas terrible vis-à-vis de leur pays, soit ils savent et ça veut dire qu'ils surveillent les autres. Vous vous souvenez de la célèbre phrase du patron de ADS, qu'est-ce qui vaut mieux, paraître incompétent ou de... Donc là, ce qui est surtout important, c'est clair que les Malaisiens, eux, ont suivi l'avion, avaient tous les moyens de suivre l'avion. Et les radars, je ne vais pas rentrer, les radars militaires ont des possibilités de repérer l'altitude, et on voit dans le rapport qu'il y a eu aussi des changements d'altitude. Donc, moi, je vous ai raconté ce qui est dans un rapport officiel. C'est peut-être plus une réflexion qu'une véritable question, mais j'ai été interpellé par le fait que, en effet, aujourd'hui, les technologies ATC reposent en particulier sur les systèmes radio VHF, qui sont des technologies anciennes et qu'on peut parfois penser obsolètes et peu robustes. Mais d'un autre côté, et on l'a vu aussi à travers la présentation, l'utilisation de nouvelles technologies, la 5G, comme vous avez dit, est comparée à la demi-G qui était attribuée à la VHF. Ce sont des technologies qui font peur et qui ne sont pas forcément faciles à certifier et pas forcément plus fiables. L'exemple pratique, c'est à la maison, on a plus souvent du mal à se connecter à Internet qu'à avoir France Info sur notre vieux poste de radio, si vous voulez. Donc finalement, est-ce que ces technologies-là n'ont pas toujours un bon potentiel et une fiabilité qui font qu'elles sont toujours présentes à bord? Et aujourd'hui, les technologies Wi-Fi, etc. à bord sont utilisées uniquement sur des systèmes non essentiels, l'entertainment des passagers, etc., parce qu'on ne sait pas certifier des fonctions critiques et obtenir les niveaux de fiabilité nécessaires à travers les règlements de certification pour couvrir à travers des connexions de ce type-là des systèmes critiques. Et les EFB aujourd'hui à bord, typiquement les flight bags dont vous avez parlé, ils ne sont pas connectés. Les mises à jour se font toujours au sol avec des clés USB, si vous voulez. Ils ne sont pas reliés. Donc ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui la VHF peut paraître obsolète, mais c'est quand même un système qui reste robuste. Et de mon point de vue, ça va prendre un sacré bout de temps encore avant qu'on ait la 3G sur des systèmes critiques de communication sol-bord. Si vous voulez. Le déploiement d'une liaison donnée numérique sol-bord est une arlésienne. Quand j'étais aux États-Unis, Gérard l'a dit, à l'époque, il y avait un programme américain qui s'appelait le NASPLAN, qui avait démarré en 81, qui était censé tout révolutionner, en 10 ans et pour 10 milliards de dollars. Et dans ce programme, à l'époque, il était prévu un déploiement complet d'une liaison de données numérique au-dessus des États-Unis à l'horizon 2005. On est en 2016, ça ne s'appelle plus le NASPLAN, ça s'appelle NextGen, et maintenant, ça coûte 5 fois plus cher, et on n'imagine que peut-être à l'horizon 2025. Le problème, c'est qu'on est dans un domaine où il y a des guerres de religion, de la procrastination, et justement, comme on se dit « Ah, c'est pas assez bien, il faudrait… » Dans notre domaine, je pense que c'est comme si on n'avait pas voulu déployer les communications mobiles grand public tant qu'on n'avait pas la 5G. On court après la perfection, et le résultat, c'est qu'on n'a pas mis en serve. Et je pense, quand même, depuis tout ce temps, il aurait été faisable de se mettre d'accord sur des choses minimum, et en particulier, l'origine de César, c'est Lionel von Berger, qui est retourné en Australie de dépit, dont l'objectif, à l'époque, c'était d'abord de déployer une liaison de données numérique d'un bon niveau. D'accord ? Bon, je vais vous donner une explication qui est une explication institutionnelle. Franchement, et Raymond sera d'accord avec. Et quand je dis ça, c'est aussi un échec personnel pour nous deux. Vu les postes qu'on a eus, on a quand même une certaine responsabilité. La liaison de données était dure, la dernière dure, parce que les informations qui datent d'hier soir, donc c'est tout frais, il y a en France, elles sont opérationnelles dans 2 centres de contrôle en route. Donc il y a en France, aujourd'hui, on utilise dans 2 centres de contrôle en route les liaisons de données. Alors ça passe par la CARS, on ne rêve pas, non, on ne rêvait pas. Bon, mais enfin, on sait les utiliser aujourd'hui à bord des avions qui sont équipés de ce système. Donc aujourd'hui, tous les avions ne sont pas équipés, mais les grandes compagnies, tout ça, sont équipés. Donc il n'y a pas de... Aujourd'hui, alors il y a 2 centres qui l'utilisent, c'est Brest et Bordeaux. Voilà les 2 centres aujourd'hui qui sont équipés. Et paraît-il, d'ici 2017, les 5 centres de contrôle en route seront équipés. C'est ce
Hein, il nous a dit Patrick Gandil hier soir, donc c'est de l'information béton. Hein. Attends, et quand tu étais sous-directeur technique à la DMA, tu essayais de faire avancer ce truc-là, il y a comme un sacré bout de temps. Hein. Alors tu me diras bravo. On essayait de le faire au niveau de l'Europe, parce que c'était un programme européen. Mais le système aujourd'hui a été mis en place, hein, il a été déployé dans une grande partie de l'Europe. Et puis on s'est rendu compte, alors bon, c'est un problème technique là, que le système ne marchait pas correctement. Donc c'est un problème de certification, si vous voulez. Hein, c'est un problème. Donc, et à ce moment-là, il a fallu immédiatement faire rétropédalage et dire hop, on arrête tout. Il y a un problème, il faut comprenons le problème. Hein, au secours Eurocontrol, expliquez-nous qu'est-ce qui se passe. Bon, et donc Eurocontrol a fait des analyses. Hein, l'EASA, bien sûr, était en première ligne dans ces affaires-là. Et donc ils ont trouvé qu'effectivement, l'équipement des avions était parfait. Le problème, c'était au sol, c'est que les stations sol, ils n'avaient pas suffisamment de fréquences pour traiter le flot de données qui leur est arrivé d'un coup. Parce que d'un coup, on a encouragé les compagnies à s'équiper, donc il y en a eu de plus en plus, et donc on a saturé immédiatement le système. Donc les systèmes sol, aujourd'hui, ils sont en train de déployer à toute vitesse des récepteurs supplémentaires, des stations supplémentaires, et donc le système est en train de se mettre en place. Mais enfin, il ne faut pas rêver, c'est du 30 kilobits par seconde. 30 kilobits par seconde, bon, on dirait le GSM c'était 10 kilobits par seconde, et vous faisiez de la voix numérique avec le GSM, le téléphone mobile que vous avez dans votre poche, là, vous critiquez le numérique, mais le numérique il marche quand même pas mal, hein. Le GSM marche très bien même. La VHF, bon. c'est même pas de la voix numérisée, et quand vous dites que la VHF c'est robuste, il faut avoir écouté des fréquences VHF, et me dire que c'est quelque chose de robuste, bah, c'est vraiment... Je vous dis, j'ai écouté par exemple, quand il y a eu des incidents, on rejoue la VHF. Et ben, franchement, il y a eu des cas où, c'était un cas, je me souviens, à Zagreb, où la femme, le contrôleur, elle a été mise en cause, mais alors il fallait voir la qualité de l'information. Donc la voix VHF, c'est vraiment n'importe quoi. Et dire que c'est un système robuste, bah non, moi je suis désolé. Sur la VHF, il faut demander l'avis des pilotes. Mais sur la HF, par contre, la HF, c'est clair que la HF, c'est une hérésie. La HF, c'est quelque chose qui date d'avant la Deuxième Guerre mondiale. D'avant, je ne dis pas d'après, d'avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est le 22 annière, c'est-à-dire qu'il faut passer par un opérateur. En plus, il n'y a pas partout des opérateurs. Est-ce que pour continuer sur ce sujet, la génération de nos enfants ou de nos petits-enfants qui n'arrêtent pas de s'envoyer des SMS, donc ils s'envoient des messages et non plus ils se parlent, c'est la voie d'avoir des transmissions plus sûres entre le sol et le bord, d'avoir des choses affichées que tout le monde comprend. Là, il n'y a pas de problème d'anglais, on lit, on comprend à peu près ce qui est écrit et on renvoie ce qu'on a compris, quoi. Non mais attends, toi qui étais chez Dassault, je veux dire, entre ça et la ligne 16, je veux dire, il n'y a pas photo, tu me diras... Sur les avions de combat, il y a des postes VHF, UHF et des liaisons de données, et en plus sécurisées, cryptées. Oui, mais la VHF, c'est pour parler avec les contrôleurs civils. Alors ça, c'est l'autre sujet, c'est la sécurisation. C'est que ces liaisons, là, c'est en clair. C'est-à-dire vous pouvez vous équiper pour un coût ridicule, on m'a même expliqué avec une simple clé. Hein, il y a une clé USB que vous pouvez acheter dans un magasin à Paris, on vous donnera l'adresse si vous voulez. Hein. Si vous branchez ça sur votre portable, vous mettez le logiciel qui va bien, et tous les messages à CARS en VHF, en clair, hein, vous les avez en clair sous les yeux. Hein. C'est vraiment pas crypté, il n'y a pas de sécurité là-dessus. Et la VHF, c'est pareil, hein. Il y a des gens qui s'amusent à parler aux avions. Hein. Et c'est vrai, oui. De cet exposé, moi qui ai quitté ce monde-là depuis fort longtemps, je considère que c'est toujours bordel, quoi, que ça vaut pas grand-chose, tout le système ATC, enfin, qui est là. Alors, la question que je me pose, c'est quand même, ça veut dire que la recherche et le développement n'a pas réussi. Si ça marche aussi mal, c'est que la RDT n'est pas passée à l'innovation, c'est-à-dire à la mise vraiment en pratique opérationnelle. Alors, dans les systèmes industriels, la RDT et l'innovation, maintenant, on sait que c'est une question économique, avant tout. Alors, des avions qui disparaissent, les compagnies d'assurance, ça coûte très cher. Quelle est la position des compagnies d'assurance vis-à-vis des avions qui disparaissent ?
Ils s'en foutent, c'est pas eux qui payent les recherches. Et elle paye bien les avions. Mais les avions qui tombent, mais le fait qu'on les retrouve pas, ils s'en fichent, c'est pas eux qui payent les recherches. Les coûts de recherche, ce ne sont pas les assurances qui les assument. L'attitude serait peut-être différente éventuellement, mais pour la perte d'un avion, les pertes actuelles sont très peu nombreuses. On a de moins en moins de pertes d'avions. Et dans des systèmes d'assurance, réassurance et des grands groupes d'assurance, c'est pas grand-chose en fait. Par rapport à d'autres pertes qu'elles ont, c'est pas grand-chose en fait. Je pense pas que ce soit un moteur. Mais c'est un point clé, parce que si on se base uniquement sur la question économique, on a gardé très longtemps les liaisons HF, parce qu'il n'y avait aucun intérêt économique à les changer. On s'en sortait à peu près bien, on arrivait à contacter à longue distance avec des très mauvaises qualités de radio, on arrivait à contacter les centres de contrôle, et puis ça se passait à peu près bien. Puis petit à petit, il y a eu d'autres moyens, les satellites se sont installés. Ce que dit Jean-Marc, c'est que ça rentre par la cabine, les nouveaux canaux, les nouvelles transmissions de données, les nouveaux moyens de communication, et ça, ce système, il est là. Et à un moment donné, un jour, ça va effectivement transformer les relations au niveau du contrôle. On fait un peu de prospective, mais souvent on se trompe quand on fait des prévisions, alors il faut être modeste. J'ai apporté un petit article qui a été publié en 1909, c'était la traversée de Blériot, qui a eu lieu le 25 juillet 1909. Et il y a un article qui a été publié au mois d'août dans une revue qui s'appelle La vie et la campagne. Et le journaliste a eu l'idée vraiment excellente de contacter 3 personnages connus déjà à l'époque, H.G. Wells, l'écrivain britannique, Edison, le grand scientifique américain, et puis le mathématicien Poincaré. Il a demandé à chacun, qu'est-ce que vous en pensez? Et alors je vous laisse deviner qui a eu le plus raison dans cette espèce de prévision, de projection en avant. Éventuellement, je pourrais vous passer l'article, c'est extraordinaire. Je vais simplement lire la conclusion de Poincaré, qui était par ailleurs un personnage fantastique, très brillant. Il dit à un moment, juste à la fin, « Jamais, à mon avis, l'aéroplane ne tiendra une place aussi prépondérante dans la vie quotidienne, et pour longtemps encore, l'homme restera, je le crains, un animal prodigieusement terrestre. » Alors le journaliste qui est un peu surpris, dit « Et quoi, m'écriai-je? Alors l'aéroplane n'aura donc point d'effet sur nos mœurs et sur notre façon de vivre? Voilà qui est bien désolant. » Mais le maître ajouta, donc c'est dans le style de l'époque, le maître ajouta, me reconduisant jusqu'au seuil de la porte, passez une bonne journée, il dit quand même, rassurez-vous, il en aura donc des effets, mais il faut en l'occurrence penser comme monsieur le préfet de police. Oui, certes, une ère nouvelle va s'ouvrir, ère de cauchemar et d'angoisse, mais pour les seuls douaniers qui, pleins d'un mort de désespoir, verront au-dessus de leur képi passer la fraude à tire d'aile sans pouvoir lui dresser le procès verbal. Je pense que ça rend modeste, et on est tous un peu comme Poincaré, qui quand même n'était pas le dernier des imbéciles, et il faut être extrêmement prudent en disant que tel système ne marchera pas, ou que tel système n'a aucun avenir. Donc je vous encourage vraiment à lire ce genre de choses. Et alors, la question, qui avait le plus raison entre les 3 personnages, Edison, Poincaré ou Wells? C'est Wells. Wells est extraordinaire. Oui, merci pour ton exposé. Ça me réchauffe le cœur de voir qu'effectivement le problème continue. Mais quand après avoir réfléchi depuis un certain nombre de mois sur le sujet, évidemment, je crois que j'ai l'impression quand même que tout le problème, c'est une question d'argent. Je veux dire, c'est vraiment l'économie qui est le driver. Les gens qui investissent pour que ça marche, c'est les gens qui font de l'argent et qui se disent je vais en faire encore plus si j'investis. En l'occurrence, je serais moi président d'une compagnie aérienne, est-ce que j'aurais intérêt à investir beaucoup là-dedans? Pas tellement en fait, tu vois. Alors ma question, le brave président de Qatar Airways qui avait une phrase remarquable, hein, quelle est la conséquence de cette phrase? Est-ce qu'il y a eu un écho positif? Est-ce qu'il y a des gens qui ont dit il est complètement fou? Ou est-ce qu'il y a des gens qui se sont dit ah bah tiens il a peut-être une idée, c'est peut-être un paramètre de vente de ma compagnie, si moi président, je montre que je suis beaucoup plus sûr que les autres. C'est le service com de Qatar qui a fait ça, qui a fait ce coup pour faire du buzz. Je ne suis pas du tout convaincu, comme Jean-Marc, qu'il avait vraiment posé la question. Mais on peut admettre qu'effectivement, il a été visionnaire. Il a dit les passagers vont avoir besoin de ça. Mais je fais un peu le parallèle avec EasyJet, qui est une excellente compagnie par ailleurs, mais qui a fait de la pub pour un A320 renifleur au moment des descentes volcaniques islandaises.
Il y a eu des articles partout sur EasyJet qui, dans l'année, allait avoir tous ces A320 équipés de détecteurs LIDAR qui permettaient d'éviter les nuages volcaniques. Donc ça a très bien marché et tout le monde peut penser que EasyJet est équipé de cette façon-là. En fait, c'était juste un avion qui faisait des essais avec Airbus sur le point. Donc la réalité derrière ce que dit Qatar, je ne sais pas. Ce que j'ai essayé de dire à la fin, c'est qu'effectivement, c'est toute une question, comme on dit en français, de business model. Le business model de la LATC est tel qu'il n'y a pas d'incitation à l'innovation. Alors c'est peut-être en plus parce que des gens... Moi j'étais déjà mauvais, je pense que Pierre sera meilleur que moi à la recherche. D'accord. Les compagnies aériennes, les low cost et les compagnies du Golfe ont des business models très particuliers. Mais de façon générale, les business models des compagnies sont quand même très particuliers puisque c'est un business où c'est les gens qui sont au contact des clients qui perdent de l'argent ou en gros qui n'en gagnent pas beaucoup. Donc c'est un business model qui est très particulier. Alors que les télécoms grand public, là, il y a de l'argent. Et donc, ce que je dis, c'est là qu'il y a un business model. Ce n'est pas par hasard qu'il y avait cette planche avec toutes les choses qui se développent, parce que là, les gens sont prêts à payer. On sait que les boîtes de télécom elles gagnent beaucoup d'argent. Donc là, il y a un business model qui va se développer. Là, je suis sûr qu'il va y avoir des communications entre le sol et le bord, et qu'à ce moment-là, les compagnies aériennes qui n'ont pas d'incitation économique à faire ça, elles pourront peut-être en profiter. Seulement, à ce moment-là, il y a le problème de la sûreté qui se pose. Et quant à l'annonce du gars de... Bon, ben, c'est un personnage. C'est un personnage, d'accord. Donc, j'en dirai pas plus. Faut savoir, c'est un coup de bluff. Mais bon. Qatar peut bien se permettre, ils ne payent rien, ils ne payent pas de leur carburant, ils ne payent pas de leur redevance, ils ne payent rien, donc ils peuvent bien investir un petit peu. Jean-Michel, c'est ce que j'ai dit. Dans les business models des compagnies, il y a celui des compagnies du Golfe, qui est très particulier. Qui est vraiment spécial et qui vient nous manger la laine sur le dos. Je voudrais juste dire un petit truc sur la sécurité. On ne peut pas impunément avoir des statistiques de sécurité en transport aérien de 10-7, un crash tous les 10 millions de vols, etc. et arriver avec de l'argent pour faire de la recherche et développement et l'appliquer. L'argent n'est pas suffisant quand on arrive à ces degrés-là, 10-7, 10-8. C'est pas possible. Il y a de l'humain, il y a du rodage à faire, il ne suffit pas de mettre du fric. Oui, mais dans la TC, si ça marche, c'est parce que l'espace est vide. Donc, de toute façon, c'est pour ça. Pas comme sur Internet, c'est gros comme ça. C'est parce que c'est bien régulé. Ouais. Bon, on va remercier Jean-Marc et tous ses collègues. On espère quand même que vous allez bien dormir. Hein. Prenez pas l'avion ça. Bonne soirée à tous.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, place à notre grand angle. C'est sans aucun doute le plus grand mystère de l'histoire de l'aviation. Il y a presque 3 ans, le 8 mars 2014, le vol MH370 de la Malaysia Airlines reliant Kuala Lumpur à Pékin disparaissait mystérieusement au-dessus de l'océan Indien avec à son bord 239 personnes, aucun survivant. Aujourd'hui, la piste de l'attentat n'est plus un tabou. On en parle avec Jean-Marc Garot. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des auteurs du livre intitulé « Le détournement du MH370 ». Pourquoi faut-il chercher l'épave ailleurs? À vos côtés, un consultant international en système aéronautique, Michel Delarge. C'est assez fascinant. Vous expliquez dans ce livre, après être remonté de la soute vers la cabine, une fois l'équipage et les passagers maîtrisés, ils ont pris le contrôle de l'avion. Quelle est donc cette soute bourrée d'électronique? C'est quelque chose qui se trouve en dessous du cockpit. Il y a différentes portes d'accès et on peut y accéder sur les Boeing 777 par une trappe qui se trouve dans le plancher de la cabine, juste derrière le cockpit. S'il y avait des gens cachés là, ils ont pu simuler une panne et ensuite remonter dans la cabine et à ce moment-là, prendre le contrôle de l'avion. On s'aperçoit que l'avion a brusquement fait demi-tour, volé à travers la Malaisie, contourné l'île de Sumatra qui appartient à l'Indonésie et ensuite descendu vers le sud. Pourquoi tous les pays dont on vient de parler, pourquoi est-ce que ces pays-là auraient-ils intérêt à taire l'éventualité d'un détournement, voire d'un attentat avorté? Les spécialistes n'aiment pas faire des hypothèses spéculatives. Moi-même, qui suis aussi écrivain de romans policiers, ça me gêne pas de faire des hypothèses spéculatives. Mais les experts de sécurité ont tendance à vouloir éviter de spéculer sur ce que pouvaient vouloir faire des pirates. Avant l'attentat contre les tours jumelles à New York, il y avait eu plusieurs tentatives de prise de contrôle du cockpit. Donc notre idée, c'est que les terroristes, malheureusement, sont dans des processus d'apprentissage. Jean-Marc Garot, mais si c'est un détournement, disons-le un attentat, pourquoi est-ce qu'il n'y a eu aucune revendication à ce jour? Parce qu'il a raté.